Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie de cette session. Et donc c'est un grand plaisir de recevoir David Aitken, donc, qui est professeur à l'Université Paris-Saclay, qui est aussi directeur de l'ICMO à Paris-Saclay, qui est un institut, très grand institut de chimie moléculaire, chimie des matériaux également, à Paris-Saclay, et c'est quelque chose qui, évidemment, il a fait plusieurs années et dont il ne sort pas exactement le même après. Mais donc, il a fait, ça l'a beaucoup occupé. Ça ne l'empêche pas donc d'avoir une activité de recherche importante. Mais d'abord, je vais vous raconter un petit peu sa vie. Donc, David est originaire d'Écosse. Et donc, il a étudié à l'université de Strathclyde, à Glasgow, où il a obtenu son Bachelor of Science et son PhD en 1986 en travaillant avec Hamish Wood et Colin Suckling pour le développement de nouveaux catalyseurs pour modifier des enzymes. Et puis, il est venu en France comme postdoc avec un financement de l'OTAN et de la Royal Society, chose qui promouvait facilement la mobilité des gens. Et donc, il a travaillé avec Henri-Philippe Husson à l'Institut de chimie des substances naturelles à GIF pendant 2 ans. Et visiblement, s'y est bien plu, puisqu'il est resté en France, où il est rentré CNRS dans ce labo et a développé une recherche active sur les molécules contenant des cyclopropanes et donc des voies de synthèse et aussi leur utilisation dans diverses applications. Autre exemple de chargé de recherche CNRS qui est en fait promu professeur, donc à cette époque c'était une chose qui arrivait. Donc David a été assez loin puisqu'il a été à Clermont-Ferrand, passé professeur, où il est resté un certain nombre d'années, où là il s'est intéressé aux synthèses de cyclobutane photochimique, thème qu'il a globalement gardé, notamment les cyclobutanes bêta-aminoacides, et développement de synthèse de peptides et de peptides macrocycliques. Et puis donc en 2006, il est revenu en région parisienne, où il a repris donc un poste de professeur à Paris-Saclay, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc David Aitken est quelqu'un de très bien, de bien établi dans la communauté de la photochimie et des aminoacides et de leur dérivatisation et utilisation. À titre personnel, je veux dire que ma première rencontre avec David date d'il y a environ 30 ans, et c'était dans un contexte très différent, puisque c'était sur un terrain de badminton, puisqu'il était professeur de badminton à Jussieu. Voilà. Il ne faisait pas que ça, vous avez bien compris qu'il était aussi chimiste. Voilà, donc David, c'est un grand plaisir de t'avoir, et donc je te laisse la parole pour nous parler donc, de ta chimie. Okay. Merci beaucoup, Louis. J'ai un micro déjà attaché, donc c'est bon. Merci pour cette présentation et aussi pour l'invitation. Je l'apprécie beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ça me fait bien plaisir d'être là avec vous pour donner en quelque sorte une suite à ce cours de photochimie organique et plus particulièrement les photocycles addition 2+2 qui a été donné juste avant la pause par Louis. Quand j'ai été sollicité pour faire ce séminaire, je n'étais pas sûr si je devrais m'appuyer sur les activités du labo que je qualifie d'application. C'est-à-dire qu'on a une idée claire de la molécule ou les familles des molécules qu'on veut préparer. Et parmi les méthodes de synthèse qui sont à peu près établies dans la littérature, on choisit la photochimie organique parce qu'on considère que c'est le plus efficace. Ça, c'est ce que j'appelle application. Ou alors, si je devrais adopter plutôt la casquette, le manteau de l'aventurier, et de faire un peu plus d'exploration de ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace moléculaire en m'appuyant sur l'apport particulier de l'activation des molécules pour franchir des barrières inhabituellement franchissables et trouver des squelettes moléculaires plus ou moins attendus. Donc j'ai décidé finalement que ce ne serait pas une mauvaise idée de faire les deux. Donc il y aura 2 parties de cet exposé. Première partie, application, bien précise, et deuxième partie, on va voir où cela nous emmène. Donc pas mal de photochimie, pas mal de 2+2, mais pour les chimistes qui sont plus à l'aise à l'état fondamental, ne vous inquiétez pas, il y aura pas mal de chimie organique classique aussi.
Donc, on va commencer avec quelques applications. Et pour expliquer pourquoi on s'intéressait au départ, il y a plus de 20 ans maintenant, à la photochimie organique, voici ce qui nous intéressait à l'époque. Comme a dit Louis, on est très intéressé par les acides aminés, peu habituels, pas forcément ce qu'on achète dans les catalogues de Sigma, Aldrich, mais les choses un peu plus exotiques, qui se trouvent parfois dans les substances naturelles, peptides, macrocycliques, mais qui peuvent être utilisés par les organiciens de synthèse pour faire des édifices, on peut dire bio-inspirés, mais qui ne sont pas naturels. Et ça, c'est exactement le cas de ce domaine qui a connu un essor pendant les années 2000, qu'on appelle les peptides polymères. Et c'est quelque chose qui était vraiment initié auparavant par Dieter Sibach à ETH, mais le déclic, c'était le travail de Sam Gellman, qui a utilisé des acides aminés bêta cycliques, ici avec 6 chaînons, et a fait des petits oligomères de ce brick. Il a trouvé que les oligomères se repliaient d'une manière très robuste, très bien définie, sous forme d'hélice 14. Et Sam a trouvé que rien qu'en changeant la taille du cycle, on passe d'un cycle à 6 à un cycle à 5, on a, pour les oligomères de ceux-ci, également des structures hélicoïdales, mais cette fois-ci, il s'agit de préférence des hélices 12. Alors ces chiffres 10, 12, 14, etc., ça vous dit le nombre d'atomes dans les pseudocycles qui constituent des liaisons hydrogènes, là, bio-inspirées, CONH sur les backbones des peptides, et à répétition, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14, ça vous donne le nom des hélices ainsi formées. Donc, le domaine des peptides polymères a décollé pendant les années 2000, ça continue encore aujourd'hui, et assez naïvement, on se dit, qu'est-ce qui se passe si on passe de 5 à 6 à 4 ? Que feront les oligomères, ou les peptides mixtes même, qui contiennent ceci ? Cette brique s'appelle l'acide 2-aminocyclobutane carboxylique, et désormais on l'appellera ACBC. Et en fait, la réponse, c'est pendant l'essor des peptides polymères, 6, 5 et d'autres variétés, il n'y avait rien qui était connu sur le comportement des peptides qui contenaient cette molécule. Pour la bonne raison qu'elle était très peu, on va dire de façon juste pas accessible à cette époque. Il n'y avait pas de synthèse viable du monomère. Et c'est là où on est rentré dans ce domaine en se disant comment pourrait-on imaginer une synthèse simple, efficace de ce composé. Donc, en pensant à ce que nous avons vu ce matin, à part le cours de Louis, on peut faire une disconnexion de ce squelette et on dit on va diviser le cycle A4 en 2 plus 2. On imagine une combinaison 2 plus 2 entre l'éthylène et un équivalent de bêta-aminoacrylate. Ça, c'est pas stable, mais un précurseur tout à fait convenable de ceci, c'est la molécule simple qui est l'uracile. Et donc, cette stratégie repose sur une photocycloaddition entre l'énone-uracile et l'éthylène. Donc, dans la liste, depuis des années qui diffèrent, on a des exemples, bon nombre d'exemples de énone plus alcène qui donnent des cyclobutanes. Et parmi ces exemples, on voit plusieurs cas, à plusieurs reprises, l'uracile comme partenaire énone. Donc on sentait qu'on était sur le terrain assez connu, énone plus alcène, comme le dit le flyer de Louis. On pense que ça, c'est une bonne approche pour aborder le squelette ACBC. Donc, notre toute première synthèse photochimique était de faire réagir l'éthylène barboté dans une solution de l'uracile dans un mélange acétone-eau pendant quelques heures, 4 heures, c'est généreux. Hein. On obtient un seul aduit, c'est l'aduit 1 pour 1, avec cette jonction de cycle qui est de configuration exclusivement 6, la géométrie trans n'est pas accessible, avec un bon rendement. Donc à partir de cet aduit bicyclique, on fait une transformation de la partie hétérocyclique, d'abord par un milieu basique pour couper la liaison N3C4, ça nous donne l'urée acide. Et dans un deuxième temps, on va couper la partie carbamoïle grâce à l'utilisation d'un équivalent de l'acide nitreux. Donc avec ces 3 étapes, on arrive au squelette 6, ACBC,
Et on a découvert que cette molécule, à l'état zwitterionique, n'était pas très stable, et donc c'était judicieux de protéger l'amine sous forme de tertiobutylcarbamate. Donc pour ces 4 étapes, les rendements sont tout à fait convenables. On a un minimum de purification, je crois qu'il y a une seule étape où on fait une mini-colonne, et on obtient avec un bon rendement le BOC6-ACBC sous forme racémique, avec des rendements plus de 50% de tout. Et on peut le faire à l'échelle, on ne va pas dire industrielle, mais c'est multigrammes au laboratoire. C'est très simple. OK. Donc cette voie ENON plus ASEN, photochimique, nous donne un accès au squelette. On a BOC6-ACBC racémique. Mais comme vous avez vu, pour nos applications dans le domaine des peptides foldamères, on a besoin de stéréoisomères uniques. D'abord énantiopures, et on était évidemment intéressé par les trans autant que les cis. Donc est-ce qu'on peut utiliser cette approche, cet accès au squelette ACBC, qui relève de la photochimie, pour faire le tremplin vers chacun de ces stéréoisomères? On l'a fait. D'abord, puisque le BOC ACBC, c'est l'intermédiaire clé, on va améliorer la synthèse de ce composé. On diminue de 4 à 2 étapes. La première étape, maintenant, c'est de prendre le N1-BOC, uracile, qui réagit avec l'éthylène dans les conditions comme avant. On a l'adduit 1,1, toujours stéréochimie 6. Et en une seule étape, on fait 2 choses. On fait la coupure N3C4, et ensuite la partie carbamoïde ici est clivée à son tour dans 2 étapes, pour une dans ce milieu basique un peu plus forte, pour accéder directement au BOC6-ACBC. Donc on a ça amélioré. C'est toujours racémique, et le protocole que je vais vous montrer pour le dédoublement avec ACBC, il faut avoir en tête l'idée, on va l'utiliser quand on veut, quand on a une application en tête, on va utiliser toujours la même méthode pour tous les composés qui vont suivre dans la demi-heure qui suit. Donc l'approche est de faire une fonctionnalisation temporaire avec une liaison covalente avec un auxiliaire chiral non racémique. Et après un peu d'expérimentation, on a trouvé que les oxazolidinones, c'est les meilleurs candidats. Donc on utilise cet oxazolidinone-là, qui est couplé avec la fonction acide activée pour faire ces 2 diastéréoisomères. Et chacun est énantiopure. Donc les rendements que vous voyez ici, ce sont des vrais rendements d'échantillons séparés par chromatographie, et on a chacun énantiopure. Okay? Donc maintenant qu'on a fait cette étape de dédoublement, les voilà les 2 composés dont je parle. On va cliver l'auxiliaire chiral. On le fait d'abord avec une hydrolyse, tout simplement. Alors la littérature préconise la litine et peroxyde d'hydrogène. Ça marche très bien. Pour cet énantiomère, on a donc le SR6. Et pour l'autre stéréoisomère, toujours en bon rendement, on a le RS6. Donc on a les 2 énantiomères 6, protégés sous forme de BOC. Au lieu de faire une hydrolyse, on peut faire une ammonolyse. Ça marche aussi bien avec l'ammoniac. Et donc, on clive la partie auxiliaire chirale, et la partie qui nous intéresse, ACBC, est maintenant sous forme de carboxamide primaire. Donc, ces 2 composés sont énantiopures, 6. Et l'intérêt de faire ces carboxamides, c'est que nous avons découvert une double transformation dans un milieu basique, dont les conditions ont été optimisées, qui consiste à, d'abord, en milieu basique, on fait une épimérisation sur le carbone alpha, on passe à un équilibre cis-trans, et dans ces conditions-là, il n'y a que l'isomère trans qui est engagé dans une hydrolyse. C'est toujours le même milieu, mais ça passe en hydrolyse maintenant, base d'abord et ensuite nucléophile, pour hydrolyser le carboxamide trans, et on obtient le carboxylate de sodium trans. Donc avec cet équilibre au départ, on siphonne tout vers trans, et à la fin on protonne, et on a le trans 1R2R à partir de lui, et un S2S à partir de lui. Donc avec cette seule entrée par une voie photochimique, uracile modifié plus éthylène, on a le tremplin vers les 4 stéréoisomères possibles
du cœur ACBC. OK. Donc avec ça en tête, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut généraliser cette approche? Est-ce que, maintenant qu'on sait comment on peut faire ACBC, contrôler, est-ce qu'on peut utiliser la voie photochimique pour faire des dérivés 1 ou 2 substitués, ou 3 ou 4 substitués? Généraliser l'approche. On va regarder ces 4 possibilités en 2 temps. On va commencer avec des dérivés 1 et 2 substitués, et puis on passera à la question de 3 et 4. Okay? Donc, pour imaginer une voie photochimique adaptée de ce qu'on vient de voir, pour ACBC seul, pour aborder des dérivés 1 et 2 substitués, vous avez peut-être déjà imaginé, on peut imaginer l'utilisation de l'uracile comme énone, dûment substitué en C5 ou C6, avec les substituants préconisés. Donc on a fait un petit panel d'uracile substitué avec l'éthylène, et dans des conditions légèrement adaptées de l'ACBC, on obtient toujours l'ADUI 1,1, toujours avec une configuration relative 6, porteur de R1 ou R2 convenu. Les 2 étapes suivantes sont comme auparavant, on fait la coupure N3C4 avec un milieu basique, et ensuite on clive la partie carbamoyle pour accéder aux zwitterions d'ACBC, C1 ou C2 substitués. Donc sur le panel des zwitterions qu'on a pu obtenir, vous avez un exemple de différentes catégories, halogène, alkyle, aryle, hétéroatome, en C1. Ça va. Par contre, en position C2, vous voyez qu'on est limité. Il n'y a pas plus que ça. Les 2 cas qu'on a portent des groupements électroattracteurs. Et il y a quelque chose d'important là-dedans. Parce que vous vous souvenez que j'ai évoqué une stabilité un peu limitée de ACBC. C'est pour ça qu'on a mis le groupement protecteur Bock. C'est là où ça impacte sur la possibilité de généraliser la réaction avec les substituants en C2. Parce que le cyclobutane, c'est quand même tendu. Il y a 100 kJ par mol d'énergie de tension de cycle qui peuvent être relâchées si les conditions d'ouverture de cycle le permettent. Et sur ce système vicinal, nous avons une paire de substituants donneur-accepteur. Et donc on a la possibilité d'observer l'ouverture de ce cycle A4, relâche de tension, pour passer sans doute via un intermédiaire de type iminium, un anion là, hydrolyse probablement dans le milieu protique. Mais le point important, c'est que ça, c'est irréversible. Et la facilité avec laquelle cette ouverture peut se faire dépend de la stabilité de l'iminium. Avec un groupement R2 qui est donneur, ceci est tellement peu stable que ça s'ouvre en plusieurs secondes, donc on ne voit pas cette forme, on passe tout de suite à l'iminium stabilisé. Mais c'est oublié, c'est perdu. En revanche, si on veut stabiliser ce système, il est commode de mettre un groupement électroattracteur qui déstabilise l'intermédiaire iminium. Donc c'est pour ça qu'on n'a que des cas de ACBC substitué en C2 avec un groupement électroattracteur. Et finalement, ACBC avec R2 égale H, c'est borderline. Il est stable, demi-vie, à température ambiante, à peu près 12 heures, dans D2O. On a suivi par RMN. OK, donc voilà pour C1 et C2. On va aborder maintenant une adaptation de cette approche photochimique pour voir si on peut préparer des composés ACBC qui sont substitués en C3 et ou C4. Alors, on a décidé de cibler quelques exemples de ces familles. Et un alcool, c'est un groupement qui est préféré. Enfin, ce n'est pas le seul, mais on considère qu'avec un groupement alcool sur le squelette, on peut par la suite imaginer la transformation d'un groupement alcool en plein d'autres choses, par substitution, oxydation, ce que vous voulez. Donc les alcools sont les intermédiaires vers autre chose. Ce qui veut dire qu'on a ciblé 2 catégories d'alcools, les alcools primaires hydroxybéthyl en 3 et en 4, qu'on regardera dans un premier temps, et puis hydroxy directement sur 3 et sur 4, qu'on verra par la suite.
OK, pour les hydroxyméthyles, nous avons fait une réaction test et le problème de sélectivité rentre en jeu. Parce que quand on garde l'uracile comme énone et on le met en réaction avec le partenaire alcène qui apportera l'hydroxyméthyle, c'est-à-dire l'alcool allylique, la photochimie marche correctement, 75%, c'est tout à fait recevable. Le problème, c'est la sélectivité. D'abord, on constate qu'il y a un mélange de deux régioisomères. On a tête-à-tête, tête-bêche, et chacun de ces stéréoisomères, même régioisomères, même s'il y a une configuration sur la jonction de cycle qui est 6, ça va, on ne contrôle pas l'orientation exo ou endo du substituant CH2OH. Bon, bref, avec cette photoréactivité, on a un mélange de 4 stéréorégioisomères. Mais ça ne va pas. En termes de sélectivité, on voudrait bien contrôler la structure du produit. Donc il y avait une possibilité d'accéder à un dérivé qui était de façon stéréosélective, et c'était de passer en mode intramoléculaire. En gros, on va combiner l'énone et le partenaire alcène sous la forme de ce dérivé N1 fonctionnalisé de l'uracile. Donc on peut préparer ça en une étape, et quand on irradie cette molécule, dans les conditions habituelles, on obtient un très bon rendement d'un seul composé, régio et stéréo contrôlé, complètement. Donc à partir de ce système tricyclique, on peut couper la partie hétérocyclique ici avec le milieu basique, ça coupe N3C4 et ensuite le carbamyl. Et puis quand on acidifie, on va couper la partie qui était la graphe ici, qui est un aminal, pour libérer amine et alcool primaire. Donc ça, c'est plus agréable. Ça nous donne un accès au composé que j'appelle endo, donc c'est tout 6, hydroxyméthyle en 3 ACBC. Mais ça, c'est un seul isomère. Qu'en est-il pour les autres? Bon, pour les autres, on a changé un petit peu la composition de notre recette. On a remplacé l'uracile par l'anhydride maléique. Alors en faisant cela, on supprime le problème de régiosélectivité. Il n'y a plus de tête-à-tête, tête-bêche. Hein. L'alcool allylique réagit avec l'anhydride maléique, ça marche très bien. On a légèrement modifié les conditions, c'est un meilleur rendement par 5-10%. On utilise un sensibilisateur dans l'acétonitrile maintenant. On passe via cet adduit et on déduit avec une analyse du brut réactionnel qu'on a une préférence pour la configuration la configuration exo, un ratio 4:1. On ne sait pas rien, on ne fait pas rien à ce stade. On va traiter ce milieu avec un système d'estérification avec le méthanol en milieu non aqueux pour transformer cet anhydride en diester méthylique. Et aussitôt, on va bloquer l'alcool primaire sous forme d'éther benzylique. Ce qui nous donne pour 1, 2, 3 étapes, 44%, c'est acceptable, d'un seul composé. Le composé minoritaire endo disparaît dans la purification de ce composé trisubstitué. Donc là, on a un hydroxyméthyle protégé, mais on n'a pas encore différencié entre ces deux carboxylates, dont un doit devenir une fonction amine. D'accord ? Donc on a traité ce diester avec un équivalent de la litine, en espérant peut-être il y aura une sélectivité d'hydrolyse de l'un ou de l'autre, des deux esters. C'était un peu espéré. Hein. Non, ça ne se fait pas. On a une monohydrolyse, on a un monoester monoacide, 2 fois, parce qu'il n'y a pas de régiosélectivité. Et qui plus est, ça c'est un mélange de deux composés. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va profiter de ces monoesters pour transformer maintenant la partie acide en amide correspondant. Et donc ces deux amides, à ce stade, sont séparables par chromatographie. Donc on a les deux estéramide, avec hydroxyméthyle protégé. Et donc la dernière tâche, c'est de transformer le carboxamide primaire, dans les deux cas séparés,
en fonction amine. Et ça, on fait par un réarrangement de Hofmann. On a expérimenté un peu et finalement, c'était le tétracétate de plomb qui était l'oxydant le plus commode pour ce système. Et quand on le chauffe en présence de tertiobuthanol, on piège l'isocyanate qui est formé sous forme de tertiobutyle, carbamate d'amine. Ça marche aussi bien pour l'un que pour l'autre des deux régioisomères. Et donc ainsi, on a cette voie divergente vers la fin pour nous donner des dérivés protégés de 4 hydroxyméthyl et 3 hydroxyméthyl, ACBC, toutes les deux avec une configuration exo pour la partie hydroxyméthyl. Donc ça fait 3 des structures que j'ai évoquées avec la version intermoléculaire. Pour le 4e, on a modifié encore un petit peu la combinaison. On est resté avec l'anhydride maléique et, comme l'avait dit Louis tout à l'heure, oui, les alcynes réagissent convenablement comme partenaires à la place des alcènes. Donc cette photocycle addition 2+2 marche bien pour donner cet intermédiaire cyclobutène. On ne l'isole pas. Hein. Vous essayez de passer ça sur une colonne de silice, ça va se dégrader. Donc on réduit aussitôt dans le même milieu par hydrogénation catalytique et le dihydrogène est livré par la face le moins encombrée, c'est-à-dire derrière cette double liaison pour pousser l'hydroxyméthyle vers le devant. En faisant ainsi, l'hydroxyméthyle est à proximité de ce carbonyle de l'anhydride et réagit pour former une lactone. Et l'autre partenaire carboxyle devient l'acide carboxylique. Donc tout ça pour les 2 étapes, 55%, un seul composé. OK, donc on va devoir faire le même type d'opération que tout à l'heure. On va essayer de transformer cet acide en fonction amine protégée. On l'a fait cette fois-ci par un réarrangement de Curtius. On va transformer l'acide après activation sous forme d'anhydride mixte en azoture d'acyle qui s'engage en chauffant dans le tertiobuthanol dans un réarrangement Curtius et on obtient NH-BOC avec rétention de configuration à la place du carboxylate. Tout va bien et en fait ce sont les dernières étapes qui étaient les plus difficiles. Parce que cette gamma-lactone-là, elle ne voulait pas ouvrir. Et si elle s'ouvrait, elle voulait refermer aussitôt. Donc finalement, ce qu'on a trouvé le mieux à faire, c'était de faire l'hydrolyse et de bloquer la forme carboxylate sous forme d'un ester encombré, isopropylester, et puis tout de suite passer derrière cet alcool primaire protégé sous forme d'éther benzylique. Donc c'est comme ça qu'on a pu obtenir cette forme triplement protégée du endo 4-hydroxyméthyl ACBC. Alors tout ce que je vous ai montré maintient le squelette 6 ACBC. Mais comme je vous ai montré, avec ACBC seul, il est possible, si on le souhaite, de faire l'inversion. On fait un carboxamide sur l'acide, on fait une épimérisation enchaînée par une hydrolyse. Ça marche. Donc ça, c'était pour les différentes permutations de hydroxyméthyle. Maintenant, on va aborder hydroxy, en position 3 et 4. Pour cela, on a maintenu la formule simplifiée de l'anhydride maléique, mais le partenaire alcène change. On utilise le tertiobutyle vinyl éther. C'est très encombré et il y a une polarisation importante dans ce système. Bon, il n'y a toujours pas d'enjeu de régiosélectivité dans la photocycle addition de +2. Donc on obtient, en irradiant ces 2 composés, un seul composé. On ne sait pas à ce stade si c'était endo ou exo. En tout cas, on n'a pas essayé de l'isoler. On l'a transformé aussitôt par un nouveau, une succession d'étapes. D'abord, un monolyse. Et là, l'encombrement stérique apporté par ce gros groupement tertiobutyle oriente le nucléophile vers le carboxylate le plus éloigné, donc le plus accessible. Donc, un monolyse donne un amide primaire ici, et ceci devient acide carboxylique. Ensuite, on va oxyder, et là aussi on a testé plusieurs oxydants, et c'est PIFA qui marche le mieux ici, oxyder l'amide primaire pour donner le réarrangement de Hofmann, ce qui donne une amine, et l'amine est protégée sous forme de BOC ici. Donc on transforme ceci
en NH-BOC dans cette succession d'étapes, et ceci reste carboxylate, ça n'a pas touché. Donc on a cette régiosélectivité est remarquable ici, et c'est grâce à la forme qu'on a déduit. Une fois qu'on a vu ce composé, on a déduit que la configuration relative sur cette butoxie, mais c'est endo. Alors que tout à l'heure, on avait vu qu'on avait une préférence 4 pour 1 pour exo. Donc il y a quelque chose un peu particulier avec la stéréochimie ici. Juste avant d'en parler, on a répété la séquence, mais cette fois-ci avec maléimide, comme énone, toujours avec tierce butyl, vinyle éther. Là, on adapte légèrement les conditions, mais ça marche aussi dans l'acétone. On a un très bon rendement. Et là, on avait deux composés dont le majoritaire a été séparé du minoritaire, et on a prouvé que le majoritaire avait la structure ici. On a un cliché de diffraction rayon X qui le montre. Donc c'est toujours endo qui est majoritaire. Et à partir de cette maléimide, on fait une hydrolyse. Là aussi, le tertiobuthoxy oriente l'hydrolyse pour une attaque nucléophile sur le carboxylate le plus loin possible. Donc, hydrolyse a lieu ici, ce qui donne un acide, et ce qui reste ici, c'est un carboxamide primaire. Et le carboxamide primaire est oxydé par le brome dans le milieu pour faire une nouvelle fois un réarrangement de Hofmann, et on va protéger l'amine qui est ainsi générée sous forme de BOC carbamate. Donc tout cela pour donner endo 3-hydroxy 6-ACBC. Et en haut, on a eu donc le endo 4-hydroxy 6-ACBC. Vous voyez qu'on a les deux régioisomères grâce d'abord à la régiosélectivité endo dans le photocycle addition 2+2, et à cause de l'encombrement de ce tertiobuthoxy, on oriente régiosélectivement l'étape suivante d'ouverture du cycle A5. Donc ça, c'est assez commode quand même. Hein. Et une question qui persiste, c'est pourquoi on a endo? Bon, pour essayer de raisonner l'obtention d'endo, on s'appuie sur des études de Griesbeck qui a travaillé avec des cycles A5 de type cyclopenthénone. On trouve que c'est similaire, et les cyclopenthénones réagissent avec ce type de partenéracène, d'abord pour passer par un intermédiaire biradicalaire, comme ceci, avec cette partie-là dans une conformation en extension. Et donc, pour avancer vers la cyclisation, vous voyez que l'interaction orbitalaire entre les deux centres biradicaux, ça doit faire tourner le butoxyde dans un sens d'avancement des aiguilles de la montre, c'est-à-dire que ça va l'avancer vers le cycle A5. C'est-à-dire que cela va nous amener vers une configuration relative qui est endo. OK. Donc, juste pour vous montrer que l'hydroxy est effectivement un tremplin vers une diversité d'autres groupements, on a pris ce dernier composé, donc tertiobutyle, BOC et acide libre, qu'on vient de préparer. Il faut juste un petit réajustement de groupement fonctionnel pour libérer l'alcool. Donc d'abord, on va protéger l'acide sous forme d'ester méthylique et on va faire le clivage. On ne peut pas couper le tertiobutyle éther sans couper le tertiobutyle carbamate. Mais ce n'est pas grave, on fait la coupure des deux avec TFA et on reprotège sous forme de BOC. On aurait pu faire autre chose, on a retenu BOC sélectivement dans un deuxième temps. Bon, ce n'est pas complètement économe en réactif, mais les rendements pour ce réajustement des groupements fonctionnels, on peut vivre avec et on a l'alcool libre. Donc avec cet alcool secondaire libre, on peut, voilà, ça c'est le même composé, on peut le traiter avec tout ce qui relève des manuels de chimie des transformations. Hein. On peut déjà faire une inversion de la configuration, donc endo passant exo par une réaction de Mitsunobu. On fait un ester et on fait le clivage en milieu basique. Mais on peut faire d'autres nucléophiles dans une réaction de Mitsunobu avec un thioacide et puis clivage basique. On peut préparer un groupement thiol. On peut utiliser une source de azoture, N3, comme nucléophile. Donc OH devient N3 et une hydrogénation catalytique transforme N3 en NH2.
et finalement une bonne vieille réaction d'appel pour remplacer l'alcool par un brobe. Donc quelques exemples de diversification sur le squelette ACBC une fois que c'est en place. Donc je pourrais continuer pour le reste de l'heure, mais bon, je pense que vous avez compris. Les applications, j'ai dit, ça dépend. Hein. Maintenant, on a la méthode et il faut choisir, cas par cas, peptide par peptide, ciblé, quel est le bon acide aminé, bêta, cyclobutanique, pour les études en question. Là, pour le moment, je vous montre juste le catalogue que nous avons en stock au labo, qui continue à augmenter, mais bon, pas beaucoup, on a déjà pas mal. Hein. Donc, je vous ai parlé d'ACBC, 6 ou trans. On fait l'entrée photochimique pour donner 6 et on a la protocole pour isomériser pour donner trans. On a parlé de quelques exemples de C1 substitués, 2 cas seulement de C2 substitués. C4 substitués, hydroxybéthyle ou hydroxy, et les hydroxybéthyles et hydroxy pour C3, et je vous ai montré la diversification pour le substituant. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer comment on développe pour préparer des analogues hétérocycliques, et on peut également faire des versions homologuées. Bon, pour cela, vous pouvez lire dans les publications que j'ai citées. Bon, je vais terminer cette première partie application-là, mais quand même, je ne peux pas le laisser là sans vous montrer à quoi ça a servi d'avoir des molécules comme ça. Je fais juste une diapo qui est un flash de nos vraies cibles. Les cibles, c'était les peptides susceptibles de se replier sous forme régulière et parfois même prévisible. Et depuis quelques années, on a fait tout ce tableau de chasse de peptides structurés avec différents types de repliements, des hélices 12, 8, des hybrides 12, 8, 12, 10, hélice 13, c'est un mimétique de l'hélice alpha naturelle, 12, 10, c'est très récent, et même des structures qui ne sont pas des hélices, des rubans et des tiges. Tout cela et d'autres, c'est un panel de peptides dans lequel nous avons incorporé un ou plusieurs de nos acides aminés cyclobutaniques obtenus par voie photochimique. OK. Mais j'avais envie quand même de changer de casquette et de faire un peu d'exploration. Parce que, en tant que scientifique, académique, parfois on voit des choses et on a intérêt, sans forcément savoir où on va arriver, on a envie d'explorer un peu. Et donc, nous avons commencé, ce que je vais vous raconter en plusieurs étapes maintenant, avec une réaction qui était, on ne va pas dire banale, mais qui ne nous semblait pas être spécialement aventurière, honnêtement. On avait fait, avec un ex-étudiant, une revue sur l'intérêt des systèmes 4-hydroxy de cyclopenthénone comme brique, comme synthon, comme réactif pour une élaboration, donner pas mal de réactivité. Donc en fait, vous voyez le squelette ici. Hein. Donc on a un accepteur Michael, et en fait, un alcool protégé ou pas, c'est potentiellement une cétone, et ça, c'est potentiellement un alcool. Donc en fait, on a deux motifs oxygénés qui sont modulables. Donc il y a pas mal de réactivité classique, je ne parle pas de photochimie, imbriquée dans cette structure. Et quand on a regardé dans la littérature, c'était curieux de constater qu'il y avait très peu de choses décrites sur une photocycloaddition d'un tel système avec un alcène. Il y a quelques rares exemples par-ci et par-là, mais il n'y avait pas d'études, on va dire, systématiques. Donc on s'est dit, bon, on va le faire, parce que les produits qu'on attend, de plus 2, devraient donner des squelettes de ce type qui sont des bicyclo 3 de 0 heptanone. Et la littérature montre que ce type d'intermédiaire est à son tour intéressant pour l'élaboration de squelettes plus complexes. Donc on a décidé de faire une petite étude sur le scope, la limitation de cette réactivité. Et je résume ces résultats avec cette seule diapo. La réaction d'un petit panel de dérivés d'hydroxy ou hydroxy protégé sous forme d'éther ou ester, avec un panel d'alcène, vous les voyez ici, ça marche
moyennement. Les rendements ne sont pas fameux. Bon, on aurait pu dire que c'est acceptable si on avait des réactions sélectives, mais ce n'est pas le cas. On avait effectivement les squelettes qui étaient bicycliques, comme on attend, et la jonction de cycles était toujours 6. Pas de problème. Mais le problème, en fait, c'était dans la sélectivité de la position des substituants R, endo ou exo. Quel que soit le groupement protecteur et quelle que soit la scène, on ne le maîtrise pas. On a un mélange qui tourne autour de 2 pour 1 en faveur d'exo, même avec les réactifs les plus encombrés. Bon, c'est un peu décevant. Et on a d'autres problèmes aussi avec certains partenaires alcènes, avec des substituants sur les positions à les extrêmes, c'est-à-dire ici et ici. On avait un mélange à cause du passage par l'intermédiaire biradicalaire. Bon, bref, c'était pas fameux. On s'est dit, on va quand même se donner le défi de faire un exemple qui est sélectif. Et pour cela, on va faire recours à une version intramoléculaire. On va combiner l'alcène et le groupement qui fonctionnalise l'alcool. Donc, on a préparé ce composé, c'est une étape, et on a irradié. L'énone et l'alcène sont dans la même structure. On a un meilleur rendement d'un seul composé. Régéo et stéréo-contrôlé. La structure réonzique, c'est montré en dessous. Vous voyez que c'est sous forme concave comme cela. Et on a traité cette partie qui était la graphe acétale avec un milieu acide pour montrer qu'on pourrait libérer sans problème l'alcool primaire, l'alcool secondaire. Et donc on a un squelette qui est unique avec 3 fonctions oxygénées modulables. Ok, c'est un peu pour l'orgueil scientifique, ça. Bon, on aurait peut-être été tenté de fermer ce chapitre et passer à autre chose, sauf que le doctorant qui était chargé juste de compléter l'étude avait fait une observation inattendue, il a fait une découverte. Et c'était quelque chose où il explorait les conditions réactionnelles avec ceci comme exemple de notre hydroxycyclopenthénone protégé. Et bon, en fait, c'est un silet d'éther. OK. Et comme vous avez vu, quand il fait réagir ceci avec l'acène, l'éthylène, dans l'acétone, 15 minutes, c'est bon, on a l'adduit sous forme de mélange de diastéréoisomère, bicyclo. OK. Mais quand les conditions étaient modifiées, et on prend le même énone et le même alcène, mais on fait la même réaction photochimique dans le méthanol, et on laisse la réaction passer un peu plus longtemps, 6 heures, le produit majoritaire, ce n'est pas le seul, mais ce produit majoritaire, c'est un cyclobutène aldéhyde. Alors comment est-ce qu'on explique la formation de cela? C'est vraisemblablement 2 réactions photochimiques en succession. C'est une transformation tandem. La première étape, c'est bien la 2+2, mais le carbonyle, comme on a entendu ce matin, est à son tour un chromophore et peut absorber un photon. Il en suit, après ce passage dans son état NP étoile, une coupure alpha de type Norrish 1 pour donner un biradical acyl-alkyle intramoléculaire, et ceci est suivi par le transfert d'un hydrogène de position gamma sur le radical pour faire l'aldéhyde, et l'autre électron combine avec celui-là pour compléter le cyclobutène. Donc on a une transformation photochimique tandem. C'est 2 étapes différentes en succession. OK, ça c'était une découverte. Et puis en travaillant encore plus avec les conditions réactionnelles, le même étudiant a dit j'ai autre chose maintenant. Quand je combine la même énone, le même alcène, photochimie, mais on laisse le milieu passer de la nuit dans l'acétonitrile, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on a ça. C'est un système tricyclique 4-4-4 angulaire avec un oxétane sur l'angle. Alors, les squelettes comme ça, dans la littérature, il n'y en a pas. C'est inédit. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ce sont les 2 mêmes composés qui réagissent. C'est juste des conditions qui ont été modifiées. OK. Pour passer de là à là, raisonnablement, on suppose qu'on a une triple cascade de transformations photochimiques, dans l'ordre. Première étape, c'est 2+2, comme attendu.
Deuxième étape, c'est ce qu'on vient de voir, Norrish 1, suivi par transfert de l'hydrogène gamma. Mais l'aldéhyde qui est là, est à son tour un chromophore, absorbe un photon, passe dans son état NP étoile, et comme on a vu ce matin, le carbonyle et un arsène réagissent dans une réaction de plus 2 de type Patterno-Bucci. Ici, c'est intramoléculaire, pour former le cycle A4 oxétane et en même temps fermer ce cycle A4 en bas. Donc une transformation en triple cascade. C'est intéressant juste de réfléchir ce qu'on a fait. C'est un peu philosophique, mais il y a 100% d'économie d'atomes dans ces 3 transformations différentes. Vous prenez un lot d'atomes fournis sous forme simple, un arsène, l'énone, et en fonction des conditions photochimiques que vous mettez en jeu, vous faites un peu de prestidigitation avec la connectivité des atomes. Il n'y a pas d'atome qui arrive ni qui part. On a juste réarrangé la connectivité pour donner au choix le bicycle, le cyclobutène-aldéhyde ou l'oxétane tricyclique. OK. Bon, les rendements n'étaient pas 100%, mais en termes juste esthétiques, c'est impressionnant. Donc on s'est dit, on va quand même rester un peu sur ces sujets. Et la question c'est, est-ce que c'est généralisable? Ou est-ce que c'est très particulier pour l'exemple de l'énone et l'éthylène? Donc on a décidé de mettre en place des conditions qu'on a considérées comme standards. On a varié un petit peu le panel d'alcène et on a diversifié le substituant C4 pour notre cyclopenthénone. Et l'idée, c'est de savoir si on peut faire cette triple cascade avec un panel de substrats. Voilà les réponses. On a une douzaine d'exemples de ces 4-4-4, oxétane tricyclique, 4 ici avec l'éthylène comme partenaire, 4 ici avec tétraméthyléthylène comme alcène, et 4 ici avec cyclopentène comme alcène, ce qui veut dire finalement qu'on a des structures qui sont tétracycliques. Tout ça, c'est dans une seule réaction. Okay, on met le mélange au départ, on revient le lendemain matin, et voilà ce qui est isolé. Bon, les rendements ne sont pas les plus élevés, ces conditions n'ont pas été optimisées non plus pour chaque composé. On a juste utilisé les conditions qu'on a dit sont standards. Mais ce qui est important, ce n'est pas le rendement ici, c'est je pense, l'esthétique de ces squelettes moléculaires. C'est ça qui m'attire. Bon, on a des rendements qui sont dans les 20-30%. Avec cyclopentène, on a 40, même 72 dans un cas. OK, donc c'est raisonnablement généralisable. Et on a même obtenu ceci sous forme de cristal. Et donc l'étude par diffraction rayons X nous montre que l'oxétane est complètement plat. C'est plat, mais les 2 cyclobutanes ont vraiment du mal, elles sont largement aplaties, elles n'arrivent pas à dépasser 8 degrés de plissage, ni l'un ni l'autre. Donc il y a une tension à ajouter, non seulement au système tricyclique, mais en aplatissement du cyclobutane. Et on voit, c'est remarquable, c'est avec 2 systèmes diméthyl dans lesquels on voit qu'il y a les 2 paires de méthyl sont éclipsées, ce qui rajoute sur la tension dans le cycle. Et c'est donc d'autant plus remarquable en disant tout ça que ce composé, il est suffisamment stable pour passer dans une colonne de silice, on évapore les fractions, il n'est pas dégradé. C'est impressionnant. L'angle de liaison, là, ça dépasse 134 degrés. OK. Alors, on se demandait aussi que si ce serait possible, en fait, de maîtriser cette succession d'étapes photochimiques dans le même réacteur pour piéger le cyclobutène aldéhyde de façon généralisée. Et ce n'est pas si simple que ça. Je vous ai dit, quand j'ai commencé le diapo avec 3 transformations, que le composé était majoritaire. Oui, il était majoritaire et oui, il y était. Mais l'isolement de ces cyclobutènes aldéhydes n'est pas aisé. Ils sont réactifs, qu'il y ait de la photochimie ou pas. Donc on a dit que ce serait peut-être commode de réaliser la réaction tandem et de piéger le cyclobutène aldéhyde là dans le réacteur photochimique sous forme d'acétal.
Donc en piégeant, ça va stabiliser le système et il n'y aura plus de troisième transformation d'affilée. Donc on a décidé d'utiliser le propanediol comme partenaire pour faire cet acétal cyclique. Et on a examiné la généralisation de cette double transformation et piégé l'alide avec un panel de alcène et un panel de cyclopenthénone, 4 et même 2 substitués. Donc voilà le résultat, le tableau de chasse, 15-16 exemples, toujours avec les trois mêmes alcènes, éthylène, tétraméthyléthylène et ces exemples-là avec le cyclopentène. Substituant ces quatre, vous voyez en code couleur, hein, on a des alkyles, on a des alcools protégés ou pas, et quelques exemples avec un substituant R qui finit ici sur la partie cyclobutène. Les rendements sont parfois faibles, mais honnêtement, pour les deux étapes et protection, hein, on n'a pas fait d'isolement intermédiaire, on a des cas qui sont assez élevés, des 60-70%, 80% dépassés ici, 75% là. C'est pas mal. OK, donc on peut faire le tandem double réaction et piéger, stabiliser le cyclobutène aldéhyde sous forme d'acétal. Très bien. Mais il y avait un exemple qu'on a testé qui n'a pas réagi de la manière attendue, comme sur le diapo précédente. Et ça s'est vu avec, quand on a juste gardé éthylène comme partenaire alcène, mais le partenaire c'était le 2-béthyl, 4-acétoxy, avec un groupement acétoxy ici, c'est important. Donc on a réalisé le protocole précédent, 2 plus 2, Norrish 1, transfert gamma-hydrogène, on a logiquement ceci en solution, et quand on a piégé avec le milieu standard, on devait avoir ceci. OK ? Mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé du tout. En fait, ce qu'on a trouvé, c'était ça. Donc, à l'évidence, ce qu'on attendait s'est bien passé, mais ceci, vous voyez qu'il y a un système, un acétate allylique. Et donc, vraisemblablement, l'excès de ce diol, qui était là pour faire l'acétal, s'est comporté par la suite comme un nucléophile. Donc, on a déplacé l'acétate et ce cyclobutène est devenu un alkylidine cyclobutane, avec formation de cette nouvelle liaison OC pour faire un centre tétrasubstitué avec un autre équivalent de diol qui s'est comporté comme un nucléophile. Donc, en gros, ce que nous avons ici, c'est un exemple d'une transformation. Tout ça se fait dans le même réacteur. Il y a rien, on met appuyer sur Start et on laisse tourner. Et on a isolé ça en 45%. Il s'agit là de 4 étapes consécutives avec 4 composés différentes. Okay, 1, 2, 3 pour faire acétal et 4 pour faire le nucléophile. Alors, vous me dites que troisième et quatrième étape, c'est pas la même molécule, mais c'est 2 molécules avec la même structure. Donc on s'est dit, est-ce que ce serait possible d'adapter ce système pour que cette réaction de substitution nucléophile SN' ait lieu avec un autre alcool que le diol qui est utilisé pour faire l'acétal. Ce qui ferait vraiment une réaction 4 composés différents, 4 étapes en succession. En gros, c'est ça. On a combiné notre cyclopenthénone, on a utilisé l'éthène comme partenaire alcène, on a diminué le nombre d'équivalents de diol à 2, on met toujours l'acide tosique nécessaire pour faire l'acétal, et on a fait un excès d'un alcool, 4e molécule, et on irradie tout ça pour 6 heures. Et on obtient cela. Vous voyez, le code couleur vous dit les 4 fragments de cette structure qui sont venus des 4 composés combinés. Donc ça marche avec des alcools simples, primaires, méthanol, butanol, alcool benzylique, rendement dans les 30-40%. Ce n'est pas mal. 4 étapes en succession, avec 40% à la fin, c'est 85% par étape. Et il n'y a pas d'isolement d'intermédiaire nécessaire. C'est un peu moins bien avec des alcools secondaires qui sont plus encombrés,
N'oubliez pas qu'on est en train de créer un nouveau centre tétrasubstitué. OK, mais bon, c'est pas évident de faire des composés de cette structure complexe du tout, et certainement pas en une seule réaction pendant 6 heures, à partir des composés qui sont essentiellement commerciaux. OK, donc avec ça en tête, on s'est dit, est-ce que c'est quand même possible de faire 3 composés, 4 étapes, mais dans un des composés, l'alcène et l'alcool sont ensemble. Donc en fait, on a un réactif qui joue 2 rôles. Le rôle d'alcène dans la première étape et le rôle de nucléophile dans la dernière étape. Et on organise quand même les choses dans le bon ordre. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. On a un petit panel d'exemples. Voici notre jumelage d'alcène et nucléophile dans un alcool insaturé. Toujours le même cyclopenthénone de départ, toujours un équivalent de diol, pardon, 2 équivalents de diol, annexé de notre double réactif, toujours les mêmes conditions. Et cela nous permet d'accéder à la partie alkylidène cyclobutane avec la chaîne et le nucléophile à l'autre bout. Donc on forme des systèmes bicycliques avec tétrahydrofurane. Quelques exemples, on est 20 à 30% pour ces 5 cas. OK. Autre variante, qui est un peu plus... C'est une idée similaire. Je reviens en arrière. Est-ce qu'on peut faire une adaptation de ces 4 étapes, 4 composés, de façon à pouvoir inclure un alcool nucléophile qui possède, lui, une insaturation sur sa chaîne? Ce n'est pas la même chose que je suis en train de dire là, parce qu'on va maintenir l'éthylène comme vrai partenaire alcène, et on ne veut pas que l'insaturation ici interfère avec le 2+2. Il faut juste que l'insaturation soit là dans la structure finale. Et ce n'est pas évident. En fait, la réponse est très simple. Il suffit juste de couper les 4 étapes en 2 parties. On fait les 2 premières étapes comme avant. On fait 2+2 et puis NORICH1 hydrogène transfert en l'absence des autres réactifs. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout au départ. On a dans le réacteur photochimique, en solution, on a le cyclobuténaldéhyde, on arrête la lampe et on ajoute dans le même réacteur les autres constituants. Donc le propandiol, annexé de l'alcool et les conditions pour faire l'acétal. Et ça enchaîne avec les 2 étapes non photochimiques pour aller à ce même squelette, mais on peut maintenant inclure d'autres motifs R. Donc on a vérifié que c'était faisable de faire 4 étapes en 2 temps, avec, comme on a vu tout à l'heure, méthanol, butanol, alcool benzélique. Vous voyez que les rendements ont été améliorés, un peu. Et même pour les alcools secondaires, on est passé de 15% à 30%. Tant mieux. Mais surtout, on peut maintenant introduire comme alcool des insaturations d'un alcool allylique substitué, homoallylique et même propargélique. Donc on peut adapter le système pour accommoder des insaturations sur cette partie. Et donc, juste pour finir, la dernière chose, vous avez remarqué dans ces systèmes-là et là, on a un alcène et un alcène. 2 alcènes. Il est très tentant, au vu de ce qu'on a développé depuis presque 1 heure maintenant, et même depuis le début du cours de lui ce matin, 2+2 égale 4. Est-ce qu'on peut faire une cycloaddition 2+2 intramoléculaire avec ces systèmes? Oui, bien sûr, on peut. On utilise un peu de triflate de cuivre pour guider les choses, et chacun ces 2 alcènes alkylidène cyclobutane réagissent 40% pour lui, 57% pour lui, pour faire des systèmes maintenant tricyclique, 4, 5, 4, avec un oxygène toujours dans le cycle qui fait le coude. Et celui-là, il cristallise, ça c'est juste une indication du rôle du cuivre, hein, probablement, et lui il cristallise et il nous permet de voir, déjà le THF, il adopte une conformation enveloppe, donc 4 carbones sur un plan et l'oxygène est en position volée. Ça, c'est assez commun pour THF. Okay? Ce sont les cyclobutanes où on voit un changement par rapport au système 4-4-4 qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'avec un atome de plus sur le cycle au milieu, les cyclobutanes ont un peu plus de
de souplesse, et on voit que l'angle de plissage, on est dans les 15 à 16 degrés. C'est toujours pas encore 20-25 que ce que cyclobutane aimerait bien, mais c'est moins rigide, moins tordu que dans le 4-4-4. On a toujours un angle de liaison là qui dépasse 128 degrés, donc ça reste un système assez tendu. Ok, donc je pense que je vais arrêter là avec une conclusion sur cette deuxième partie des découvertes. Comme moi, vous êtes arrivé ce matin pour écouter le cours de lui qui disait assez logiquement de tout ce qu'on connaît de la littérature, 2 plus 2 égale 4, bien sûr, 2 plus 2 égale 4 grâce à la lumière, mais pas que. Avec ces découvertes, et un peu le manteau de l'explorateur, on est curieux, on découvre qu'on peut aller beaucoup plus loin que le 2 plus 2 et aborder, selon les conditions dans lesquelles on fait la réaction, tout un tas de squelettes relativement difficiles à imaginer, pour lesquels il est difficile d'envisager une synthèse aussi simple que ça par d'autres techniques. Donc je vais arrêter là en disant quelques remerciements, bien sûr. Les deux parties de cet exposé ont été développées en général en partie d'une thèse. Ça a rarement été l'objet de 100% des activités dans une thèse, surtout quand on a des applications. En général, un doctorant fait son acide aminé et il passe plus de temps à faire des peptides et étudier leur comportement. Mais au fil du temps, il y a eu ces doctorants et Sherif, un postdoc, qui ont contribué par-ci et par-là à notre catalogue d'aminoacides cyclobutaniques, et à une succession de collaborateurs qui sont des thésards et un postdoc qui ont contribué à cette histoire qui, à mon sens, va continuer encore sur les découvertes de ce qu'on peut faire au-delà de la réaction 2 plus 2 entre énone et alcène. J'ai la chance d'avoir travaillé, et encore aujourd'hui, avec des permanents qui ont beaucoup de patience, parce que c'est eux qui passent plus de temps avec les doctorants que moi, et beaucoup d'expertise. Donc je remercie mes collaborateurs actuels et passés pour leur contribution précieuse. Et le financement, je dois remercier. Il n'y a jamais assez de financement, vous le savez bien, mais par-ci et par-là, du financement de l'ANR, des bourses pour des étudiants chinois, bourses pour les contrats doctoraux, et aussi le ministère des Affaires étrangères et le LabEx Charmat à Paris-Saclay. Donc je suis reconnaissant des contributions humaines et financières de toutes ces personnes et entités mentionnées. Je remercie encore lui pour l'invitation et bien sûr je remercie tous pour votre attention ce matin. Merci.